68e C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce du billet, bateau. si Les vous gens voulez. qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai et fait des les gens riffs qui avec disent non, faut pas mettre de sérum de Vous êtes les qualité. bienvenus là, Bonjour, à monter merci, sur hein, stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne bonjour. idée au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House. 76e room sur la monétisation et le gros hacking. On mélange les deux, puisque la semaine dernière, nous avons fait l'impasse de la room. Et on va tout de suite accueillir pour démarrer, pour se lancer tout de suite sans attendre immédiatement le billet acidulé de Brûlatour que vous attendez tous avec impatience. Monsieur Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Vous avez dit growth hacking. Alors moi, je suis très mauvais en anglais, donc je ne me réessayerai pas à retenter l'expérience de prononcer encore cette expression, puisqu'il s'agit d'un anglicisme et qui est vraiment insupportable, d'autant plus que là, pour le coup, c'est un anglicisme qui est imprononçable. D'emblée, le growth hacking, je m'y tente encore, c'est loin d'être la panacée, ni même un Eldorado, mais comme vous avez compris que dans une vie professionnelle, il faut être curieux et puis à l'affût, on va tenter d'épuiser quelques idées à concrétiser, et donc bifurquer, comme l'a dit Philippe, dans la foulée vers un aspect plus... davantage lié à la monétisation. Alors le GH, d'abord, c'est l'abréviation que je vais utiliser, si vous le permettez, pour éviter de prononcer une nouvelle fois cet anglicisme imprononçable, dans la langue de Shakespeare, qui est traduisible, alors j'ai regardé, dans la langue de Molière cette fois-ci, par l'expression piratage de croissance. Alors c'est vraiment une prouesse, parce que je n'aurais pas été chercher ce piratage de croissance. Bref, je rappellerai juste que dans le Petit Larousse, il y a 35 000 mots, donc sur les 35 000, grosso modo, celles et ceux qui utilisent le GH avec un peu d'effort devraient logiquement pouvoir, et normalement sans trop de problème, pouvoir proposer une traduction plus adéquate. Tout cela pour vous dire que c'est pas l'appellation qui fait ou qui fera le résultat. Un bon podcast, c'est si possible aussi une bonne audience. Ça dépend d'abord de votre engagement et de vos sacrifices. On y vient, de votre travail, à défaut de vite rouler sur la jante. Et pour le GH, on va crever l'abcès immédiatement. Il s'agit d'un investissement financier très faible, mais d'un mode opératoire de patron. Il n'y a que les patrons qui vous encouragent à choisir cette méthode dite du GH. Sa finalité, c'est d'obtenir des résultats très rapidement, des résultats très élevés, avec donc un investissement financier très faible, si possible, sans trop d'efforts. Pour grossir le trait, il est impossible d'appliquer cette méthode si vous plantez, par exemple, j'en sais rien moi, un arbre, parce qu'il faut du temps, et que ici, c'est le biotope qui est un peu le maître des horloges. Même cause, mêmes effets, si vous souhaitez, par exemple, entamer une enquête au long cours pour votre podcast, elle va nécessiter du temps, de l'argent, de la patience, et même chose, donc, pour une série sur l'ensemble d'une saison. Le GH trouve son origine dans le foisonnement monde du numérique. Alors, dans cet univers que moi personnellement je qualifie d'enfant gâté, on est habitué à obtenir tout ce qu'on veut immédiatement, c'est-à-dire de nouvelles informations en actualisant une page à coup d'index, l'assurance d'une réception ultra rapide d'un message envoyé par mail, un accusé de réception par SMS, la possibilité de regarder, d'écouter un flux en streaming sans latence. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des mauvaises habitudes. On disait il y a quelques jours dans cette room, la patience est désormais une sorte de vertu des mondes anciens. La gifle qui vient n'en sera que plus appuyée. Pour autant, ça n'empêche pas le GH d'imprimer son empreinte dans de nombreux secteurs parce que vous aurez toujours des idiots utiles dont je revendique haut et fort faire partie, qui utiliseront une partie de la recette du GH, ce qu'on appelle le fameux en 2 temps 3 mouvements. Vous avez déjà entendu cette expression, on est dans le vite fait. Alors je dis surtout pas qu'on est dans le vite fait bien fait, parce que le vite fait bien fait, c'est le contraire du GH. Le GH traîne son cortège de mauvaises pratiques et de misère, pas forcément légal d'ailleurs, on pourra y revenir, plus ou moins éloigné de ce que l'on appelait jadis, quand j'étais jeune, la déontologie. Alors le GH, c'est l'assurance de mettre de côté toutes les valeurs qui ont construit un monde du travail plutôt harmonieux, c'est-à-dire la patience, le savoir-faire, la méticulosité, la probité, la loyauté, bref, ce qu'on appelait, ce que nos grands-parents appelaient l'amour du travail bien fait. Je renvoie une énième fois à cette phrase de Nicolas Boileau qui doit se retourner dans sa tombe depuis qu'on utilise ce GH, plutôt devrais-je dire. Hâtez-vous lentement, sans perdre courage. 20 fois sur le métier, vous remettez votre ouvrage.
vous le polissez sans cesse, vous le repolissez, vous ajoutez quelquefois et surtout vous effacez. Ça, c'était la philosophie de Nicolas Boileau. Alors, le GH est très éloigné de cette philosophie-là. On est très loin de ce constat de Boileau parce qu'on privilégie la rapidité, souvent l'amateurisme, la négligence, parfois la fourberie, voire la malhonnêteté en profitant de la cupidité des uns et des autres. Retenez que le GH privilégie l'obligation de résultat, l'obligation de moyens. Vous connaissez la différence. Par exemple, un médecin a une obligation de moyens. Il n'a pas une obligation de résultat sur le plan juridique, sinon ce serait trop facile et que personne ne voudrait exercer la médecine. Alors le GH, lui, il privilégie l'obligation de résultat et pas forcément l'obligation de moyens. Il exige de l'individu une capacité d'adaptation qui est ultra rapide face à des problématiques ultra complexes, c'est-à-dire une vue à 360 avec des objectifs qui sont clairement définis dès le début, affichés, quitte à laisser parfois l'humain sur le bord de la route. Ici, on est chez Tricatel. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'aile ou la cuisse, mais il y a un personnage qui dirige une société qui s'appelle Tricatel, qui fait du poulet avec de la pâte un peu particulière. C'est une grosse industrie. Donc ici, on veut des résultats et de la quantité, pas forcément de la qualité. Alors, il y a un bémol au développement du GH en France comme ailleurs, j'imagine. Il est impossible pour un individu normalement constitué d'être tout le temps sur les charbons ardents, de trouver une réponse immédiate à une problématique, une solution à l'instant, une idée que l'on veut vite concrétiser et surtout, obtenir systématiquement de bons résultats. Parce que la finalité du GH, c'est ça. Instaurer, si vous voulez, une méthode qui permette d'obtenir des résultats immédiatement. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, je vais utiliser du GH pour faire de la monétisation de podcast. Seulement le problème, mon coco, c'est que tu vas peut-être pas être monétisé dès lundi ou mardi prochain. Il va falloir qu'il coule un peu de l'eau dans la Seine. Donc le GH, c'est des résultats immédiats, des choses qu'on veut vite concrétiser. Et c'est usant, c'est fatigant, c'est éreintant, et c'est tant mieux ainsi parce que ça laisse beaucoup de gens d'un côté dans une normalité plus classique pour développer des projets. Bon, j'ai néanmoins 5 pistes si vous voulez vous lancer dans le GH, donc pour monétiser par exemple votre podcast. Être rapidement efficace, c'est pas un pléonasme, mais presque, c'est la base de ce GH. D'abord, utiliser le bon vocabulaire. Être court mais percutant, bref mais alléchant. Des promesses, surtout pas de long discours, on s'en fout, pas de mots complexes, vous faites un dictionnaire avec des mots à privilégier, des mots qui sont engageants, euphorisants, vous n'en sortez pas, des expressions qui sont faciles à placer. Prévoyez par exemple 10 phrases d'engagement différentes mais qui veulent dire la même chose pour republier votre podcast avec 10 accroches différentes. Alors, c'est une possibilité de republier 10 fois. Vous n'oubliez pas de recycler vos contenus. Vous le remarquez sur certains sites, on republie quotidiennement, pas à la même heure, pas pour les mêmes internautes, mais la republication, ça c'est le GH. C'est-à-dire qu'on éponge jusqu'à la dernière goutte le travail qu'on a fait. Deuxièmement, vous engagez des actions qui sont peu chronophages. Parce que l'ennemi du GH, vous l'avez compris, c'est le temps. Donc il faut, pour économiser du temps dans nos sociétés modernes, il faut automatiser les tâches. Par exemple, les outils d'automatisation sur les réseaux sociaux notamment sont particulièrement nombreux, permettent de gagner un temps qui est considérable, colossal, d'être présent surtout à chaque moment de la journée, le matin très tôt, à la mi-journée, le soir très tard pour viser des publics cibles. Par exemple, sur Twitter, on peut répondre à un nouveau follower automatiquement, sans pour autant lui répondre directement, sans qu'il y ait un organisme humain derrière qui prenne la décision de lui répondre. Sur Facebook, je crois que c'est un peu la même chose. On peut envoyer un message automatiquement à celui qui vient de vous écrire. Donc, publier, republier, publier, republier, publier, republier. Vous connaissez maintenant la cadence. C'est un peu comme les gommettes à l'école maternelle. Il s'agit de trouver le bon rythme. Solliciter les bons auditeurs, c'est-à-dire convaincre des leaders d'opinion. D'abord parce que 80% de vos efforts doivent porter sur ces leaders d'opinion, c'est-à-dire là pour le coup ce sont des sites qui disposent d'une forte audience, des sites qui sont populaires. C'est pas un gros mot, hein. Pas de perte de temps avec des trains de patins ou des casse-ferrailles. Vous relisez la loi de Pareto, 80% des effets dans une entreprise sont le produit de 20% des causes. Ça marche pour tout, hein. Moi je l'ai vérifié, ça marche pour la comptabilité. Vous savez toujours, il n'y a que 20% des gens qui génèrent 80% du chiffre d'affaires, 20% des gens qui font 80% des articles, 20% des gens qui font 80% le ménage, etc. Ça marche pour tout, hein. La loi de Pareto, c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc vous vous basez sur la loi de Pareto si vous voulez faire du GH
GH quotidiennement. Et puis, il ne faut pas avoir peur aussi de phagocyter des terrains de jeu. 4. C'est-à-dire qu'il faut vous servir des autres podcasts à forte notoriété pour y parvenir plus rapidement. Hein. L'image, c'est un peu la moule sur un rocher, si j'ose dire, ou plutôt le parasite sur un autre organisme humain. C'est ça, hein, finalement, le GH. C'est indirectement, vous allez entrer en interaction avec une nouvelle communauté. Vous pouvez aussi taguer, mentionner par exemple des noms dans des publications. Vous laissez beaucoup de mentions sur les forums qui sont fréquentés. Vous réagissez souvent au sujet sous les tweets, sous les posts Facebook. Là, on est dans du GH par exemple. On marque son territoire. Pousse-toi de là que je m'y mette. C'est un peu ça. 5, enfin pour terminer, Philippe, c'est promouvoir vos résultats, même s'ils sont inexistants. On a des spécialistes en France dans tous les domaines pour promouvoir des résultats qui ne sont pas bons. Je suis toujours stupéfait et ça marche là aussi dans tous les corps de métier. Par exemple, si vous allez dans l'épicerie du coin, vous avez toujours un épicier qui va vous dire, si vous demandez à votre épicier, elles sont bonnes vos tomates, il n'y a aucun épicier en France qui va vous dire, ah non, elles sont pas bonnes, surtout ne les achetez pas. Par exemple, vous voyez, ça c'est du GH. L'épicier il fait du GH sans le savoir. Oui, parce que vous tombez sur un épicier qui vous dit, non, mais attendez, ne prenez pas mes tomates parce qu'elles sont dégueulasses, ça ne se voit pas. Donc là encore, il faut promouvoir, si vous voulez le faire, hein, c'est pas dans la philosophie de la maison, je dois vous le dire, mais vous pouvez promouvoir des résultats même s'ils sont inexistants. On trouve toujours des éléments à faire reluire dans une société, dans une démarche artistique. Bref, il faut maximiser la diffusion de vos contenus. Vous pouvez donc, comme je le disais, republier plusieurs fois votre podcast, le proposer dans un autre format aussi. Si vous avez un format de 12 minutes, par exemple, vous pouvez le descendre à 8, à 6, à 3, à 30 secondes. Vous voyez, il faut vraiment tout éponger pour être dans cette démarche-là. Par exemple, sur une newsletter, Philippe, toujours donner d'abord la possibilité de s'abonner avant la possibilité de se désabonner. Par exemple, ça c'est passer des newsletters, par exemple, il y a toujours cette grosse possibilité de se désabonner. Et non, si vous voulez, la priorité, c'est de donner la possibilité de s'abonner prioritairement et de rendre même complexe le cheminement pour se désabonner. Et on peut aller même très loin parce que je vous disais que le GH traînait une sorte de cortège de misère, hein, finalement, de procédés qui étaient plus ou moins légaux, qui s'éloignaient de la déontologie à papa, celle qu'on avait connue dans les années, au début des années 80. D'aucuns tentent de récupérer, par exemple, des adresses mail pour se faire une base mail, ce qui est, sauf erreur de ma part, Philippe, juridiquement totalement interdit, et ensuite d'inonder. C'est un peu ça le GH. Voilà, c'est de faire ça très rapidement et de passer à autre chose si ça marche pas, quoi. On ne va pas faire un caca nerveux parce que son projet n'a pas pris forme ou n'a pas donné les résultats escomptés. À partir d'un certain temps, on arrête, on passe à la suite. Donc il faut vous inspirer des réussites des autres aussi. C'est peut-être le meilleur des conseils à garder dans cette démarche du GH. Donc je dis GH, hein, j'en ai transformé en acronyme parce que sur le plan de l'anglicisme, j'ai un peu de mal en ce qui concerne l'accent. Ce qui nous permet donc, Philippe, de transiter vers la monétisation des podcasts. Alors ça, c'est une autre affaire selon moi, parce que le GH est difficilement compatible avec la monétisation d'un podcast parce que ça prend du temps. Et donc, j'ai essayé de mettre en avant le fait qu'il y avait cette incompatibilité. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin entre le GH et la monétisation. La monétisation est un sujet très intéressant, mais qui prend du temps, qui demande une énergie qui est souvent colossale pour, il faut bien le dire, peu de résultats aujourd'hui, à condition d'avoir un catalogue qui soit relativement musclé de production, d'épisodes. D'ailleurs, on voit bien les podcasts ou les réseaux qui gagnent de l'argent aujourd'hui sont des réseaux qui disposent d'une bonne audience, donc, parce que c'est quand même le nerf de la guerre d'avoir une bonne audience pour pouvoir ensuite penser à une éventuelle monétisation. Et donc, ces réseaux disposent de centaines, voire de milliers d'épisodes, et c'est comme ça qu'ils parviennent à monétiser, même si le marché est encore un peu, Philippe, selon moi, un peu bringue-ballant. Voilà. Oui, on n'y est pas encore, mais ça vient doucement. Après, est-ce qu'il faut monétiser ? Ça, c'est aussi le concept. Il y a plein de podcasteurs qui n'ont pas envie de monétiser, qui font ça par passion et qui arrivent à justement monétiser autrement. Et c'est un peu de ça dont on va parler avec tous ceux qui veulent, qui le désirent. Et on a bien sûr des choses à dire de notre côté, mais il y a aussi ce côté, je fais un podcast pour m'attirer du business parallèle.
Et on connaît beaucoup de podcasteurs qui font ça et qui, par le biais de leur podcast, invitent des professionnels et puis après leur proposent leurs services ou leur proposent carrément de faire des podcasts pour eux aussi. Hein. Ça on le voit assez souvent. Le nombre de coachs en podcast qui existent, c'est assez déliant. Et puis pour revenir simplement à un petit clin d'œil sur le GH, j'ai l'impression que LinkedIn est un rassemblement de GH en puissance et d'autosatisfaction permanente sur tout ce qui se fait et tout ce qu'on fait et qui est beau et on est tous énormes et magnifiques. Voilà, alors tu sens que dans le même temps, c'est la théorie de l'épicier. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, tu rentres dans une épicerie, tu demandes à un épicier est-ce qu'elles sont bonnes vos tomates, forcément il va te dire oui, elles sont excellentes. Rares sont les épiciers qui vont te dire non, surtout ne les achetez pas. Et c'est un peu à partir de ce postulat, tu peux glisser vers ce réseau social où effectivement c'est quand même aussi le but du jeu que de se mettre en avant, de faire reluire son cursus universitaire, ses compétences, etc., etc. Le GH particulièrement trouve une résonance dans ce réseau dont tu citais à l'instant, mais il met des limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense pas que... Moi, je suis pas un spécialiste de LinkedIn, mais je pense que tu ne peux pas, par exemple, envoyer plus de 200 sollicitations par jour, par tranche de 24 heures, sur ce réseau social. C'est aussi pour ça, tu vois, que les réseaux sociaux ou certains acteurs Internet ont mis des nouveaux codes, des barrières, des frontières, pour rendre ça quand même vachement étanche à la base, parce que tu as des gens, ils sont capables de solliciter, d'envoyer 3000 spams par jour. Et alors, bon, ça peut être effectivement sympathique, mais ça porte préjudice indirectement à ce réseau social-là. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour rebondir sur ce qu'on disait sur le GH, c'est effectivement des pratiques qui sont à la limite de la limite. Mais sauf erreur de ma part, il faudra vérifier. Je crois qu'on ne peut pas solliciter plus de 200 personnes par jour, sauf, bien entendu, si tu prends un abonnement payant. Et alors là, apparemment, c'est open bar, me semble-t-il. Eh oui, tout à fait. Alors, on va faire gagner quelque chose quand même dans cette room. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est Hindenburg qui nous offre 6 mois d'abonnement à celui qui va à la fin de cette room donner le mot mystère. Hindenburg, c'est donc ce logiciel. Si vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai affiché. Je rappelle que ces rooms ne sont pas monétisés. Hindenburg nous fait des cadeaux et les partenaires que nous avons nous font des cadeaux régulièrement sur ces rooms. Donc Hindenburg, c'est un logiciel de montage qui est assez simple pour les radios. Pardon, je toussais. Pour les radios et pour les podcasteurs. Ils ont une version aussi pour les livres audio spéciale. Donc si vous voulez tester pendant 6 mois Hindenburg, il faut simplement donner le mot mystère à la fin de cette room qui sera Hindenburg. C'est pas trop dur. Pour gagner, vous l'envoyez par message. Je ne sais pas si la personne qui a gagné la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, et là, non, elle n'est pas là, donc simplement pour lui dire que l'abonnement Podcastix est en route, puisque il y a 2 semaines, on a fait gagner un abonnement à Podcastix d'1 an. Et on remercie tous nos partenaires qui à chaque fois nous font des beaux petits cadeaux pour les personnes qui sont dans ces rooms. Alors monétisation, qui dans la room veut venir nous parler de monétisation, de solutions quand on cherche sur Google, le temps que vous cliquiez sur la petite main et que vous finissiez votre sandwich, quand on cherche monétisation podcast sur Google, alors déjà il y a on voit ceux qui prennent de la pub, c'est-à-dire qui payent les annonces chez Google. Il y a notamment Saoti et Ocha qui sont assez bien positionnés. Après, le premier qui ressort, c'est assez étonnant, c'est Visionary Marketing, monétiser ses podcasts. Où il parle de 6 méthodes pour monétiser ses podcasts: la sponsorisation, le financement participatif, les ventes de produits dérivés, les événementiels et la collaboration avec d'autres structures. Ça en fait que 5. Je sais pas où est-ce qu'il a vu 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Ocha qui a aussi rédigé un article sur comment monétiser ses podcasts. Et là, on parle d'affiliation, de partenariat, de conception, d'abonnement
Et puis de crowdfunding aussi. Il faut le rappeler, c'est une des solutions. Alors on pourra aussi parler du crowdfunding si vous avez des expériences à partager dans le crowdfunding, donc dans le financement participatif pour ne pas prendre de termes d'anglicisme. Ensuite, on a Podcast Insights qui tombe dans la recherche. Alors ça, Podcast Insights, on est déjà tombé dessus plusieurs fois. Il se trouve que c'est une traduction d'articles américains, donc c'est pas toujours très pertinent, mais ils sortent bien dans le référencement. Ensuite, il y a La Toile sur écoute, qui a quand même fait le livre Podcast pour les nuls et qui parle de monétisation à l'intérieur. Et donc, elle a un article sur son site. Et enfin, pour terminer, Codeur, 4 façons de monétiser votre podcast, pas très intéressant. Et puis, Safia Gourari, une personne qui parle de monétisation simple pour profiter de son podcast. Et ça, je vais vous lire les solutions dont elle parle pour qu'on puisse alors, elle parle de l'affiliation aussi, ça revient, le parrainage, la vente de produits ou services, le don et les abonnements, facturer ses invités. Ah, ça se fait beaucoup aux États-Unis apparemment. Et la sponsorisation pour, bien entendu, les podcasts les plus populaires. Alors, c'est quoi votre solution de monétisation ou votre outil que vous utilisez aujourd'hui pour monétiser votre podcast? On vous demande de venir partager avec nous vos expertises, vos savoir-faire. Et Philippe, juste le temps que les gens montent ou veulent s'exprimer, ça c'est plutôt la partie en pratique, si j'ose dire, mais il y a une partie théorie qui passe souvent sous les radars. J'en ai pour 20 secondes, parce qu'il y a 4 éléments phares de cette partie théorique, c'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment. D'abord, il faut un podcast populaire. Je pense que pour le pouvoir entamer un processus de monétisation, peu importe le choix de la plateforme ou le modus operandi que tu retiens. Mais d'abord, il faut un podcast, il faut un sujet de podcast qui soit populaire, c'est-à-dire facile. Plus il va être populaire, plus il va être facile à monétiser. On est d'accord. Mais ça, c'est déjà en théorie quelque chose qu'il faut mettre en avant. 2, il faut soigneusement comparer les offres qui sont proposées par les plateformes. C'est-à-dire les possibilités de monétiser quelque chose. Tu as parlé de différentes actions ici, mais peut-être que les gens n'ont pas le temps d'aller chercher un partenaire, préfèrent automatiser la monétisation, que sais-je encore. Il faut bien y réfléchir parce que, vous allez le voir, ça a un impact finalement sur votre travail. 3, il faut une régularité dans la publication. Bien entendu, si votre podcast est populaire et que vous le publiez de façon aléatoire ou si vous en faites un irrégulomadaire, j'invente le néologisme, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc il faut se dire, jusqu'au mois de juin, voilà la direction, voilà le cap, on n'en bouge pas. Et puis 4, il faut quand même se fixer, pour la partie théorique, des objectifs qui soient atteignables. C'est-à-dire se poser la bonne question dès le début. C'est-à-dire combien, soit c'est un boulot à temps plein, c'est bien, soit c'est un side job, pour commencer, c'est peut-être mieux, c'est-à-dire que la journée vous êtes, je sais pas moi, épicière par exemple ou épicier, puis le soir vous êtes podcasteuse ou podcasteur. C'est un side job. Ça me permet de relever mes revenus mensuels. Vous vous fixez des objectifs atteignables. Mais là, quand vous allez voir les chiffres par tranche d'écoute que les plateformes vous proposent, vous allez avoir un petit rictus, parce qu'il faut générer pas mal quand même. Ça se fait pas. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, quatre choses, Philippe, qu'il faut véritablement mettre en théorie, mettre en exergue quand on aborde la partie théorique pour ensuite passer à la pratique. Oui, alors après, il y a 1000 façons de le voir. Il y a aussi une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est la promesse qu'on a fait à ses auditeurs. On a vu des podcasts qui ont démarré et qui ont eu beaucoup de succès, qui d'un seul coup ont rajouté des publicités qui ont été choisies d'ailleurs. C'était pas de la programmatique. Vous savez, la publicité programmatique, pour ceux qui ne connaissent pas les termes vraiment un peu techniques de cette monétisation, c'est quand vous allez de manière automatique mettre des pré-rolls, des post-rolls ou des mid-rolls. En France, il y a très peu de mid-rolls encore, mais aux États-Unis, le mid-roll est ce qui est parmi les choses intrusives de publicité les plus utilisées. Je pense que vous avez
quelque chose il faut faire attention aux auditeurs et si au début votre promesse est vous n'avez jamais parlé du fait que vous allez mettre des publicités, il y a eu des podcasteurs qui ont ajouté des publicités de manière soudaine dans leur podcast, mais qui ont choisi cette publicité, qui n'était pas donc de la programmatique, qui n'était pas simplement une base de données de pubs qui sont envoyées avant votre podcast ou à la fin de votre podcast, et qui se sont fait malmener par les auditeurs parce que ils ne s'attendaient pas, d'avoir de la publicité, ce n'était pas la promesse qui avait été faite au début, et en plus c'était une publicité pour une marque, alors je prends l'exemple, c'est quelqu'un qui était dans l'enfance, qui a fait une publicité pour un livre que McDonald's avait sorti, et qui était un livre très intéressant, mais c'était McDonald's qui était en avant, et là il a eu des retours de ses auditeurs qui étaient assez, surtout des parents, qui était vraiment très négatif, et il a eu beau expliquer que c'est parce qu'il a besoin aussi de vivre pour son podcast. Donc il y a aussi ce côté-là, en effet, dans l'écriture, quand vous lancez votre podcast, à toujours se poser la question en amont, est-ce que vous voulez le monétiser ou pas ? Ça, c'est la première des questions qu'il faut que vous posiez. Après, pour le monétiser, il y a en effet pléthore de solutions, et bien entendu, plus votre audience va être importante, plus vous aurez de facilité à mettre en place ce dont on a parlé là rapidement quand on va sur Google et qu'on cherche monétiser son podcast, c'est-à-dire les boutiques, les affiliations, les partenariats, toutes ces choses-là, vous les aurez parce que vous avez déjà une audience forte. Mais attention quand même à ce côté auditeurs et promesses que vous leur faites. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans la création de votre podcast. Alors pour donner une indication tout de suite, Philippe, est-ce que tu as les chiffres, par exemple, de reversement en fonction du nombre d'écoutes que génère un podcast ? C'est toujours, me semble-t-il, un barème qui est calculé par milliers d'écoutes, c'est ça ? En fait, la plupart des plateformes alors il y a une plateforme de régie qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Loudly. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la room sont sur Loudly. Loudly, c'est une plateforme qui réunit les podcasteurs d'un côté et des annonceurs qui ont envie de se positionner dans des podcasts. On est plus sur du podcast indépendant, c'est pas de la grosse régie, et ils commencent à monétiser les podcasts à partir de 1000 écoutes par mois, mais en général, la monétisation est activée chez les hébergeurs à partir de 5000 écoutes par mois. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 5000 écoutes par mois dans un podcast, il est probablement assez difficile de pouvoir ajouter du pré-roll ou du post-roll. Par contre, vous pouvez bien entendu faire ce qu'on appelle du host read, puisque si on reprend un peu les différentes solutions qui existent pour monétiser vos podcasts, le host read, c'est donc l'animateur qui va parler, qui va donner une indication, comme je le fais par exemple pour Hindenburg. Je vous dis Hindenburg, c'est un logiciel qui est vraiment très simple d'utilisation et qui vous permet, ok, c'est payant par rapport à Audacity, mais vous allez voir le temps que vous allez gagner à terme pour faire vos montages avec Hindenburg. Bon, ça, ce que je viens de faire, c'est du host read. C'est-à-dire que c'est moi, l'animateur du podcast, qui va vous donner à l'intérieur d'un contenu, du produit, du placement de produit ou de l'explication, mais parce que on sait que c'est un bon produit. Et donc, on va faire attention à ce que ce host read soit important. Donc, le host read est une des solutions qui vous permet de pouvoir garder votre audience, la promesse que vous faites aussi à vos auditeurs et qui est en général le plus apprécié par les auditeurs parce qu'il ne dénature pas ce que vous écoutez. Et Dieu sait qu'il y a des podcasts, nous on en écoute beaucoup, hein, on peut tomber des fois sur des tunnels de 2 minutes de publicité programmatique, c'est-à-dire des publicités il y a des fois 3 publicités de suite de 45, entre 30 et 45 secondes. Et je vous avoue que, alors des fois c'est de la promotion pour d'autres podcasts, puisque vous pouvez aussi placer des amis qui vont parler de leur podcast avant votre podcast. Mais en général, c'est vrai que... Alors, il y a un chiffre très important hein, pour la programmatique et pour la publicité en général. Quand elle est faite de manière intrusive, 85%, et ça c'est des chiffres vraiment sûrs, puisque ça vient de toutes les plateformes d'hébergement, 85% des auditeurs décrochent s'ils entendent une publicité quand ils lancent un podcast ou un stream.
C'est quand même colossal. Hein. Ouais, c'est colossal. Ça veut dire qu'il ne va vous rester que derrière 15% des auditeurs. Et on les appelle les super auditeurs même. Il y a une étude d'Edison Research qu'on a mis sur le site La Lettre Pro la semaine dernière qui met en avant les réactions de ces gens qui écoutent des podcasts 11 heures par semaine en moyenne, donc c'est beaucoup, hein, 11 heures. On les appelle les super listeners. Et donc accent. ça répond à cette... Non, mais merci beaucoup. Et ça répond à cette interrogation donc, que tu posais à l'instant. Oui, ouais, et c'est pour ça que la monétisation, on doit y faire très attention parce que, vos éditeurs, on le voit, n'adhèrent pas forcément à la promesse, et 2, parce que c'est un tu-écoutes, quoi. C'est en général, et il faut vraiment avoir envie d'aller plus loin si on entend de la publicité qui n'est pas forcément liée au podcast. Quand c'est lié au podcast, je pense que ça passe beaucoup mieux, et c'est pour ça que le host read est vraiment à conseiller aujourd'hui sur l'ensemble des podcasts. Si vous lancez votre podcast, que vous avez des podcasts hébergés. Pareil, si vous faites du host read ou vous avez de la programmatique dans vos podcasts, n'hésitez pas à monter dans la room. Ne nous laissez pas parler tous les deux, sauf si vous vraiment vous n'avez pas du tout envie de monter ou vous ne pouvez pas monter. Donc cette partie financement du podcast n'est pas aussi simple que ça, mais on peut bien entendu arriver à financer des podcasts de manière importante. Il y a des podcasts, les podcasts les plus connus aujourd'hui sont des podcasts dans lesquels il y a de la publicité. Il y a aussi beaucoup de podcasts de marque, et ça c'est un autre moyen de financer ces podcasts. C'est simplement de le dédier à une marque et de faire en sorte de parler de la marque à l'intérieur. C'est pas du host read, c'est une espèce de placement de produit, ou carrément de faire un podcast avec une marque, mais là c'est plus votre podcast, c'est le podcast de la marque, et vous pouvez arriver à, grâce à ça, financer votre propre podcast parce que vous faites des podcasts pour les autres. Et là on est, je pense que 80% des boîtes de production aujourd'hui vivent du podcast de marque, et développent et produisent des podcasts à eux, vraiment en toute liberté, simplement 20% du temps, parce que j'en parlais avec quelques labels de production. Les labels, c'est ce qu'on appelle les producteurs de podcasts, les Binge Audio, les Bababam, toutes ces sociétés de production qui se multiplient, et qui commencent à avoir aussi un certain nombre de salariés, ce qui rapporte aujourd'hui de l'argent quand on fait du podcast, et quand on veut en faire son métier, c'est de faire des podcasts pour les autres et pas forcément pour soi-même, ce qui est assez aberrant, mais bon, ça fait partie du démarrage de l'industrie. Vous avez aussi le financement participatif qui est quand même intéressant pour certains, et qui on prend l'exemple, et on parle souvent de lui parce que c'est un podcast qui est un peu un exemple, et il y en a d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en connaissez, à venir en parler. C'est Cerno qui réunit sur Patreon, qui est un des outils avec d'autres qui permettent aux auditeurs de pouvoir vous donner 5, 10, 15 euros par mois, et de leur proposer bien entendu des bonus, parce que c'est vrai que si vous ne mettez pas de bonus quand vous avez des auditeurs qui vous financent, étant donné que les podcasts sont accessibles gratuitement, c'est-à-dire Cerno, vous pouvez l'écouter, tous les épisodes ils sortent le dimanche, et vous pouvez l'écouter librement sans forcément souscrire à Patreon. Par contre, si vous allez souscrire, vous avez accès à un Slack où vous pouvez discuter avec Julien Cernobori, vous pouvez être avec la communauté. Je crois qu'aujourd'hui ils sont pratiquement plus de 1500 dans le Slack à partager chaque épisode et l'enquête. Et ensuite, quand on paye un peu plus, on peut être carrément anti-commissaire et faire partie de réunions tous les mois à Paris où on va rencontrer Julien Cernobori et les autres passionnés. Et puis essayer de faire avancer l'enquête, parce que c'est aussi ça le concept. Donc là, il y a ce côté monétisation par les auditeurs. Et Julien, alors, il disait encore récemment dans un de ses podcasts, il n'arrive pas à embaucher quelqu'un grâce à ça, mais il en vit. Et ses auditeurs lui permettent de faire sa passion, mais ne lui permet pas d'aller au-delà et donc d'embaucher une personne à temps plein pour le faire. Alors on espère qu'il continue et que ça progresse, mais faut pas croire, c'est quelque chose qui est
qui est vraiment, d'abord, ça prend du temps. Un exemple, les 5 podcasts les plus connus aux États-Unis ont tous plus de 5 ans. Donc, ne vous attendez pas à ce que votre podcast réussisse en un an. Si c'est le cas, et soit dans le top 10 en un an. Ça met du temps à mettre en place un podcast. Et donc, si vous voulez arriver à financer votre podcast, il faut déjà avoir le temps de le lancer, avoir le temps de monter sa communauté et puis bien réfléchir sur les différents outils de monétisation que vous voulez mettre en place selon, bien entendu, la communauté que vous avez. Ensuite, dans les autres solutions de financement participatif, vous avez aussi les campagnes genre KissKissBankBank, Ulule, où certains passent par ces solutions pour soit lancer un podcast, soit lancer un dérivé de podcast, puisqu'il y a aussi cette possibilité, quand vous voulez monétiser votre podcast, c'est de lancer des événements parallèles. Il y a des enregistrements en public. On a vu là récemment, Frédéric, je pense, je ne sais pas si c'est toi qui as fait le papier, que Binge se lancer dans l'enregistrement d'épisodes dans une salle de spectacle, je pense, et c'est filmé par France Télévisions, si je me trompe. Absolument, ouais, c'est pour un média de... Alors, c'est pas pour France Télévisions au sens où ça sera diffusé sur France 2 ou France 3, mais c'est sur un média, alors j'ai plus le nom, c'est un média digital qui est motorisé par France Télévisions également. C'est une belle réussite. Enfin, c'est une belle réussite. En tous les cas, c'est un beau tremplin pour le podcast qui s'intitule À bientôt de te revoir, me semble-t-il, de mémoire. Mais Binge teste justement des possibilités en termes de monétisation. On a bien vu ces dernières semaines, ces derniers mois, Binge a attaqué le marché de l'édition, c'est-à-dire à partir du moment où le podcast connaît un certain engouement, généralement il est décliné en version papier sous la forme d'un ouvrage. Alors moi je ne sais pas, je n'ai pas accès aux chiffres de vente de ces ouvrages-là, je ne sais pas ce que ça peut donner de façon sonnante et trébuchante, mais en tous les cas, c'est encore une idée de monétisation possible pour Binge Audio, qui est un studio qui est très attentif justement à lever certains leviers potentiels. Vous voyez, par exemple, qui aurait dit il y a encore quelques mois qu'un studio de podcast déclinerait des podcasts sous une forme littéraire, sous la forme d'un ouvrage. Par exemple, peu de gens auraient mis un billet même de 50 € sur la table. Donc il faut saluer quand même ce genre d'initiative, parce qu'il ne faut pas oublier que généralement quand on paye l'orchestre, on choisit la musique, mais on prend toujours des risques, et c'est une preuve, j'allais dire, de bonne santé chez Binge Audio de s'intéresser comme ça à ces leviers potentiels de monétisation. Ça veut dire quoi, Philippe, dans l'absolu? Ça veut dire que pour entamer un processus de monétisation, selon moi en tous les cas, il faut d'abord avoir une communauté. Je pense que c'est comme pour toute chose, comme pour toute aventure dans le monde de l'entreprise. Si vous disposez d'une communauté, allez-y. Alors bien entendu, et c'est pas simple de mettre en place sa communauté, parce que tout le monde est sollicité aujourd'hui. Ouais, oui, et puis quand on met en place une communauté, il faut avoir une méthodologie. Et cette méthodologie-là, on se dit, je fais un visuel, je balance, et d'un seul coup, ma communauté va arriver et je vais pouvoir monétiser mon podcast. Or non, une communauté, ça se construit. Et il y a, je vous invite à aller voir, on parlera aussi de communauté et de comment créer une communauté. Ça se construit d'abord avec un premier cercle, qui est le cercle des amis. Ensuite, on va l'ouvrir. Et il faut qu'il y ait un véritable plan média pour construire une communauté. Donc il y a vraiment une méthodologie pour créer une communauté et pour arriver justement à la sensibiliser et à prévoir dans son plan à quel moment est-ce qu'on va leur demander de participer financièrement, d'aider. Si ça n'est pas construit, et ça met honnêtement 3 mois minimum à construire une communauté en ayant déjà identifié sur un fichier Excel avec les coordonnées, avec le nombre de contacts qu'ils ont sur Facebook, LinkedIn et compagnie, et faire en sorte d'arriver à vraiment commencer par un premier cercle très proche de vous qui vous aime bien et qui a envie de vous accompagner, et ensuite ouvrir ce cercle, mais pas n'importe comment. Et ça se travaille, et vous avez énormément d'articles que vous trouverez. C'est souvent quand on fait du financement participatif qu'on crée une communauté sous cette forme-là. Donc je vous invite à chercher sur Internet. Mais en effet, les dérivés aujourd'hui des podcasts sont de plus en plus nombreux. On voit donc Binge Audio. Il y a aussi Clémentine Gallet de Bliss Stories qui passe au Trianon.
Julien Cernobori qui me disait que il était l'auteur d'un podcast qui s'appelait Super Héros, dont il a racheté les droits à Binge, et il a la première personne qu'il a interviewée en fait, est au théâtre avec cette histoire-là mot pour mot. C'est-à-dire qu'ils ont pris carrément l'interview de Julien Cernobori dans le premier Super Héros et ils en ont fait une pièce de théâtre qui a apparemment très bien marché et qui en plus, il y a beaucoup d'auditeurs de super-héros qui sont venus voir cette pièce de théâtre parce qu'ils étaient auditeurs de super-héros de ce podcast. Donc ça, c'est des choses. Et puis quand vous êtes connu, comme par exemple Pénélope Boeuf qui vient de sortir son premier podcast qui est validé uniquement et que vous pouvez uniquement si vous êtes abonné à Amazon 21 jours sans. Ouais, voilà, 21 jours sans qui vient de sortir et c'est un podcast uniquement disponible, c'est un premium Amazon Music que vous ne pouvez avoir que si vous êtes abonné. Donc ça c'est aussi un autre moyen, mais là il faut déjà être un peu connu, et puis Pénélope a quand même travaillé beaucoup son image, sa communication, et notamment dernièrement avec un podcast qui sort un peu de ce qu'elle peut faire d'habitude, mais qui lui apporte une visibilité, une notoriété, et quelque part qui fait parler de podcast, puisque Apathy en a parlé dans différentes chaînes de télé, et puis après on pense ce qu'on veut de ce podcast, on n'est pas là pour juger, mais c'est vrai que c'est une manière aussi de pouvoir faire parler de vous, et quand on fait parler de vous, obligatoirement vous intéressez les grandes marques pour que vous puissiez avoir vos podcasts qui sont en exclusivité sur leur plateforme et qui peuvent payer très cher, puisqu'il y a un contrat aux États-Unis, et on se demande d'ailleurs comment ils font, qui sont là, on parle de plusieurs millions d'euros qui sont dépensés pour un podcast, 20 millions d'euros par an sur 3 ans pour un podcast qui existait, et c'est quand même énorme. On est sur des chiffres qui dépassent tout entendement en termes de monétisation. C'est le moins qu'on puisse dire, mais on ne connaît pas le montant du contrat qui lie Amazon et Pénélope Boeuf, par exemple. Ah non, ça, mais peut-être qu'elle nous le dira. On devrait passer 24 heures avec elle pour le podcast magazine. Je rappelle d'ailleurs, à tous ceux qui sont dans la room et qui veulent en savoir plus sur Podcast Magazine, que nous allons très bientôt annoncer ce lancement officiellement de Podcast Magazine, et qu'il y en a certains déjà qui participent dans la room et qui sont des rédacteurs, mais si vous voulez faire partie de l'aventure, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et puis on va aussi continuer à construire notre communauté pour Podcast Magazine et faire en sorte que ce magazine qui sortira en kiosque normalement cet été, mais on a une grosse pénurie de papier qui nous pose quelques petits soucis, et tout ça on vous le racontera à partir de début mars, puisqu'on va lancer certainement une petite aventure avec tous les podcasteurs et podcasteuses qui ont envie de nous suivre pour lancer ce magazine ensemble et faire en sorte qu'il vous ressemble et que vous ayez envie, bien entendu, de l'acheter et qu'il dure le plus longtemps possible, pour partager tous nos trucs, nos astuces, les produits, le matériel, les interviews. On a plein d'interviews qui sont prévues et qui sont en cours. Et si vous avez des idées, envoyez-nous un petit mail, un petit message. On est joignable vraiment assez facilement, lepod.fr, lepod.club. Vous avez nos coordonnées un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Donc on est très preneur si vous avez envie de faire partie de l'aventure. Personne donc pour nous donner des petits trucs et astuces sur des choses dont on n'a pas parlé et qui sont importantes pour la monétisation, ou des exemples que vous avez pu mettre en place et qui pourraient être intéressants pour les auditeurs de cette room et pour ceux qui écoutent en replay. Je vois qu'Étienne monte. Salut Étienne, tu es le bienvenu et on t'entend, je pense. Bonjour à tous. Moi je voulais juste réintervenir sur les montants manipulés. De mémoire, j'avais vu ça pendant une masterclass, c'est quand tu as parlé de Clémentine de Bliss et Mathieu Stéphanie. De mémoire, on parlait de CPM, de coût par mille tout à l'heure, on doit être autour de entre 40 et 80 euros pour 1000 écoutes, sachant que les gros vont dire, surtout en dessous de 50 euros en CPM,
dites que c'est pas possible, il faut absolument négocier plus. Il y avait Pauline Léniaud aussi qui avait pas mal parlé autour de ça. En tous les cas, ces coûts ont été, ils sont assez à l'aise avec ça. Néanmoins, vous l'avez évoqué tout à l'heure, puis Frédéric aussi, il faut quand même un nombre d'écoutes un peu stratosphérique, puisque là, quand il y a le dernier classement à CPM qui est sorti, d'ailleurs Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself vient de rentrer dans ce classement, enfin pas de rentrer, mais de payer le fait d'être classé. Et je crois qu'il est, moi j'avais 300 000 écoutes en tête, et là il est à 450 000 écoutes. Voilà, donc ça fait des montants qui sont assez importants, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Alors tu parles de ces montants, c'est pas sur la programmatique, c'est parce que la programmatique c'est quand même des taux CPM qui sont beaucoup moins importants. Hein. Là, ouais, tout à fait. En général, ils vont chercher tu as raison, ils vont chercher leur partenaire. Là, ils parlaient par exemple d'une banque, c'était Conto, je crois, et ils vont chercher leur partenaire, ils définissent ensemble un CPM, et c'est la manière d'avoir un revenu, on va dire, sans intermédiaire, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le gré à gré, c'est-à-dire c'est un annonceur un peu unique au podcast, et on n'est pas dans de ce côté intrusif de la pub, on est vraiment dans de la vente, et on le voit, enfin... moi j'aime beaucoup Génération Do It Yourself, mais c'est vrai qu'il y a des podcasts où on sent vraiment la publicité derrière, et c'est des fois un peu gênant. Et je parlais de la promesse, hein, c'est toujours pareil, et je pense que le succès amène le succès, et que son podcast continuera très longtemps, et qu'il n'a pas de souci à se faire là-dessus, et que c'est toujours de la qualité, et c'est toujours intéressant, même si c'est monétisé et vendu à Conto ou à d'autres marques. Mais j'avoue que la promesse est un peu bypassée. Mais en général, le CPM programmatique, c'est-à-dire si vous avez cette truc intrusif, on est sur du 15 € à peu près au CPM. D'accord. Et le dernier point que j'avais en tête, c'était sur donc on a toujours en tête les 5000 écoutes par mois pour commencer à se dire je vais commencer à éventuellement penser à la monétisation. Il y avait, je crois, je ne sais plus quel intervenant avait dit, je me demande si d'ailleurs c'est pas sur le club, le mec qui fait un podcast pour les dentistes, il a peut-être que, je sais pas, je vais dire une connerie, 1000 écoutes par mois, mais c'est 1000 dentistes. Et bien en fait, c'est une communauté qui est plus petite, une population qui est plus petite, et il y a une vraie valeur ajoutée en fait pour l'annonceur. Donc il y a aussi ça à voir. Quand c'est vraiment de la niche, contrairement par exemple à Mathieu Stéphanie qui lui arrose tous les entrepreneurs et les personnes intéressées par la tech, etc. Quand c'est une niche très précise, il peut y avoir un intérêt pour un annonceur, même pour un peu moins d'écoute. Alors, je ne vais pas dire 50 écoutes, hein, mais entre 1000, 5000, enfin moins de 10 000 écoutes, c'est vrai qu'il peut y avoir un intérêt réel pour l'annonceur. Ouais, on est dans du chirurgical, et c'est le cas de le dire, et dans souvent du host read, qui peut monter jusqu'à 80-90 € le CPM, ou alors carrément en gré à gré, c'est-à-dire qu'ils s'entendent sur une période d'1 an, il sait qu'il a 1000 auditeurs par mois et qu'il les touche, et ils vont dire ben voilà, sur 12 000 écoutes, vous me donnez tant d'argent, et ça me permet moi de continuer à faire mon travail, et vous d'avoir de la visibilité vers une cible qui vous intéresse. D'où l'intérêt de aussi bien gérer sa communauté, bien savoir qui est sa communauté, et donc bien gérer ses datas. Et les datas, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est quelque chose de primordial. Donc vous avez peut-être des newsletters, d'ailleurs ça fera l'objet d'une room très prochainement, la newsletter. Vous avez peut-être une newsletter. Dans cette newsletter, si vous avez que l'adresse email, c'est pas forcément idéal. Donc il y a aussi le fait d'avoir un site web. Autre room dont on va parler dans peu de temps, le site web. Comment, pourquoi, quel intérêt d'avoir un site web? Justement, peut-être pour récolter ces fameuses données tellement importantes sur vos auditeurs. Pourquoi? Parce que pour identifier et pour donner à vos éventuels financeurs ou partenaires qui vont vouloir vous accompagner dans la suite de votre podcast, parce qu'il faut pas penser à la monétisation comme simplement le truc du méchant loup-garou qui vient vous mangez votre podcast. Il faut quand même penser qu'il y a vraiment des partenaires qui peuvent vous accompagner pour la continuité de votre podcast, et qui ne sont pas forcément dans je veux qu'on m'entende tout le temps et je veux qu'on parle que de moi. Ça peut être vraiment induit dans le podcast, et je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi, à mon avis, pour avoir du succès, pour que ça ne soit pas trop intrusif, penser la publicité et faire comme dans les films de télé, hein, dans les films au cinéma.
cinéma, je veux dire, vous voyez pas, mais quand vous voyez des Mac, quand vous voyez des Hyundai, des Audi, vous faites pas attention, mais c'est du placement de produits et c'est monétisé tout ça. Donc vous pouvez très bien le faire aussi dans les podcasts, et c'est aussi une idée pour certaines radios peut-être qui peuvent aussi imaginer faire des choses un peu moins 15 minutes de pub en tunnel quand on écoute la radio. Mais ça, c'est un petit aparté. Allez, on va faire gagner les 6 mois d'abonnement au logiciel Hindenburg. Vous envoyez un petit message avec le mot mystère dans la messagerie de notre application Clubhouse. Et on a donc maintenant, on va clôturer très tranquillement. Étienne, merci d'être venu pour partager ces chiffres sur les CPM qui, en effet, on va dire oscillent entre 15 € du CPM et 90, c'est énorme pour un CPM, et c'est souvent du host read qui apporte ce genre, ou du gré à gré qui apporte ce genre de CPM. Et voilà. Bien écoutez, la room va bientôt se terminer. Le petit mot de la fin de monsieur Brulatour sur ce dont on a parlé, avec pas beaucoup de gens qui sont montés, mais c'est parce qu'on a été clair et peut-être suffisamment explicite sur toutes ces solutions. On en a oublié certainement, et ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle room, mais en tout cas c'est toujours intéressant de partager un peu toutes ces choses avec vous, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, bien entendu. Ouais, je rappellerai qu'il faut un podcast populaire. Il faut avoir de la régularité dans la publication de ces podcasts. Il faut surtout se fixer des objectifs, j'allais dire, atteignables. La monétisation, Philippe, c'est un travail au long cours. C'est une compétition qui me semble, pour le moment, être réservée uniquement à des marathoniens. Il n'y a pas de place ici pour des sprinteurs, parce qu'il faut du temps et il faut de l'endurance. Donc il faut comprendre que pendant un certain temps, vous ne pourrez pas espérer une quelconque monétisation de vos productions. Ça prend du temps. Un paquebot, pour qu'il puisse trouver sa vitesse de croisière, il faut allumer les moteurs, les faire chauffer, passer fort probablement la première, la deuxième, la troisième. Bon, il y a plusieurs kilomètres entre le fait de démarrer son moteur et de trouver sa vitesse de croisière. Je crois que l'analogie, elle est aussi valable pour la monétisation du podcast. Pour être plus rapide, pour être peut-être plus efficace, le meilleur des chemins, le plus court, en tous les cas le moins sinueux, c'est fort probablement, Philippe, celui qui peut conduire le podcasteur auprès d'un partenaire curieux et qui a une possibilité de monétiser tout de suite la série qu'on lui propose pour 3, 6, 12 mois ou peut-être davantage. Ainsi, je pense que le podcasteur bénéficiera d'un budget en totalité immédiatement ou ponctuellement sur la période sur laquelle durera son podcast. C'est certainement moins stressant pour le podcasteur parce que la monétisation, on ne l'a pas abordé dans cette room, mais c'est un sujet qui est hyper, ultra, super stressant dans la tête des podcasteurs qui n'ont pas cette mécanique de la comptabilité. Eux, ils sont focus sur leur production dans le domaine artistique, dans le domaine du montage, dans la façon de poser des questions, d'engager les invités, mais ils ne sont pas focus sur tout ce pan invisible. C'est la partie invisible de l'iceberg, c'est la monétisation, c'est l'administratif qu'il y a autour du podcast. Et il faut être d'autant plus courageux et endurant pour pouvoir avaler les deux correctement. Et ça évite, quand on trouve un partenaire fidèle qui peut apporter un budget suffisant, qui peut allouer une somme suffisante pour non seulement se rémunérer et en plus produire correctement le podcast, ça évite de regarder tous les matins ses stats de fréquentation. Parce que regarder tous les matins ces stats de fréquentation, ça c'est quelque chose d'hyper stressant, qui n'engage pas non plus la créativité derrière. Ouais. Voilà, c'est un peu un cercle vertueux. Il y aurait beaucoup à dire, Philippe, sur la monétisation. Beaucoup, et puis il y a aussi à dire sur la production, parce que monétiser, oui, mais combien mais parce que combien ça me coûte. Donc il y a aussi tout ce côté production. On va pas repartir sur cette room, sur la production, mais on sait que aujourd'hui un podcast, en général, c'est très compliqué si on veut produire un podcast en dessous de 1 500 € par épisode. C'est très compliqué si on veut vraiment payer des gens. C'est
c'est à peu près ça qu'il faut que vous ayez dans votre votre idée. Et bien sûr, au-delà, si vous avez de la fiction, des acteurs, des comédiens, de la musique originale, on peut monter jusqu'à 5 000 € par épisode. Mais là, c'est simplement pour vous donner une idée de ce qu'il faut aller chercher si vraiment vous voulez payer tout le monde. Et on sait en plus que si de surcroît vous employez en salarié les personnes, c'est encore plus dur puisqu'il faut aller chercher 2 fois plus puisque les charges viennent se rajouter à tout cela. Mais ça, c'est la France, hein. Et puis Et on sait très bien que les studios qui fonctionnent bien aujourd'hui, mitraillent au niveau de leur production, si j'ose dire, peuvent le faire parce qu'il y a des podcasts qui sont accompagnés en parallèle par des annonceurs. Faut pas se leurrer, mais 70% aujourd'hui, grosso modo, au doigt mouillé, 70% du budget d'un studio de podcast aujourd'hui, il est assuré par des partenaires financiers solides. On parlait du Ostrid, c'est le cas par exemple. Et c'est aussi indirectement, tu vois, ces partenaires-là qui crachent au bassinet tous les mois, tous les ans, qui permettent aux studios de mener des productions qui sont plus anecdotiques ou qui généreront pas de l'audience suffisante pour elles-mêmes générer une monétisation correcte. Voilà, eh bien ce sera le mot de la fin et la sagesse de notre ami Frédéric Brûlatour. Je vous ai mis un petit lien au-dessus pour ceux qui s'intéressent à la monétisation et la sponsorisation de médias. Loudly, c'est une petite structure, une régie qui rassemble, comme je vous le disais tout à l'heure, des médias et donc des podcasteurs et des annonceurs. Et il y a aussi des podcasteurs qui peuvent être des annonceurs puisqu'ils peuvent vouloir faire la promotion de leur propre podcast. Donc là, vous avez une plateforme qui existe depuis maintenant plus d'1 an, je pense. J'avais fait un tour, donc je suis pas retourné depuis un certain temps, mais il va falloir que je retourne pour voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment une régie un peu d'indépendant et où vous pouvez commencer, si je ne me trompe, à monétiser des podcasts à partir de 500 écoutes. Donc c'est vraiment plus pour les indépendants, même si on va retrouver aussi à l'intérieur des podcasts un peu plus importants. Mais c'est aussi la complexité de cette industrie du podcast, c'est où aller, sur quelle plateforme se mettre, quelle régie utiliser, quelles solutions techniques, parce que toutes les solutions techniques proposent en général de la monétisation. Tout ça, c'est pas simple. Eh bien, si c'est pas simple et que vous avez envie d'avoir plein de réponses, un petit scoop, même si on l'a commencé à l'annoncer un peu, pour ceux qui sont encore là. On organise le Paris Radio Show qui va parler et de radio et de podcast de manière équitable pendant 2 jours, les 2 et 3 juin, à la scène musicale à Paris, sur l'île Seguin. Donc tous ceux qui ont envie aussi d'avoir des questions et des réponses, de poser des questions et d'avoir des réponses, on aura 2 jours 100% dédiés à la radio et au podcast avec bien sûr des exposants, des conférences et du networking, des rendez-vous. Et le programme s'annonce très intéressant, mais ça vous en saurez plus la semaine prochaine. Appétissant. Voilà, petit appétissant. Voilà. Merci à tous, merci Étienne, merci à vous. Et si vous n'êtes pas membre de notre club, et je vois qu'il y en a un paquet qui sont dans la room vers le bas et qui ne sont pas membres du club, vous cliquez sur la petite maison verte en haut, il y a marqué lepod.club 100% podcast et la petite maison verte, vous cliquez là, vous faites adhérer au club pour que vous puissiez être alerté des prochaines rooms, et puis vous pouvez cliquer sur nos profils, Philippe, Frédéric et Étienne, et puis tous les autres qui sont dans la room, vous pouvez vous cliquer entre vous. Je vais laisser 1 minute la room ouverte après le jingle de fin pour que vous puissiez tout simplement suivre les personnes qui sont dans cette room. Quand elles interviennent dans des rooms, vous serez alertés et surtout vous pouvez aussi avoir des informations sur chacun d'entre nous, donc n'hésitez pas à cliquer sur follow sur nos profils et à bien sûr suivre le club, le pod.club 100% podcast. Merci à tous. Bon après-midi pour ceux qui travaillent, bon travail. Pour ceux qui sont avec les enfants, amusez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une room, Monsieur Brûlatour, sur... Ah, ça c'est une bonne question. Je vais répondre franchement, je n'ai pas regardé. Donc, à chaque fois, je lui fais arrive, le site internet également, mais pour la semaine prochaine, je n'en sais. En plus, c'est toi qui m'avais demandé de faire cette room-là. C'est podcast support pour compléter ses revenus. D'accord. Bon. Eh oui, c'est ça. Pas.
Et il y a l'édition, il y a... C'est un vrai side job pour faire plaisir et se faire plaisir, utiliser les podcasts pour booster son activité. On en a un peu parlé au début de créer son podcast pour justement montrer quelles sont ses capacités de coach ou de spécialiste en marketing ou de spécialiste dans l'immobilier ou de spécialiste dans les bijoux. On voit vraiment des podcasts dans tout secteur d'activité qui leur permettent de développer une activité parallèle. C'est de ça dont on parlera la semaine prochaine à 13h. On vous donne rendez-vous. Invitez les gens autour de vous à viendre, se rejoindre et surtout participer, parce qu'on aime bien quand vous participez et que vous montez sur la stage. C'est un peu le concept de Clubhouse. Merci à tous. Bonne journée. Allez, ciao. Bon après-midi. Une production Radio House. 68e. C'est intéressant room. parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Ah, Si les vous gens qui voulez. disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai écouté des les gens risques, qui il faut pas mettre de merci. tiret, sérum de Vous êtes qualité. les bienvenus là, bonjour, à monter merci, sur stage c'est pour passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne ton- idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine Salut. pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio